tous, c'est l'heure de l'équipe Mercato. Comme tous les soirs, on est ensemble en direct sur la chaîne L'équipe pendant 1h30 à peu près pour revenir sur toute l'actualité transfert du jour. Il reste 9 jours avant la fin du Mercato. On vous accompagne tout l'été, on ira jusqu'au bout. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Les meilleurs coups, c'est maintenant. Donc on va démêler le vrai du faux avec notre belle bande d'experts du jour qui sont... Belle brochette aujourd'hui de consultants. Olivier Bossard, toujours aussi chic, toujours aussi habillé, même quand il fait 40 degrés. Hein. Un peu moins chaud aujourd'hui, du coup. Du coup, on a enlevé une couche. Voilà, c'est ça. Padou, qu'est-ce qu'on a dans France Foot, au fait, tous les deux, aujourd'hui, cette semaine? Cette semaine, mardi prochain. Pour changer du Neymar. Oh, bah dis donc. Oh, mais alors... On va changer un peu. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Tanguy Lessévillier, c'est notre spécialiste maison, la chaîne Équipe. On l'envoie partout. Il est très bon et on le veut absolument partout. Et il est autour du plateau ce soir. C'est un plaisir. D'être là. Et puis alors, monsieur Gilles. Monsieur Gilles Favard. Que puis-je pour vous? Vous me perturbez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Que l'on appelle Neymar Senior dans les milieux autorisés. C'est toujours la danse de Gilles dans votre tête? Vous jubilez toujours autant? J'attends. Depuis le début, il a dit. Neymar ne bougera pas. Et pour l'instant, on va voir jusqu'où ça va aller. J'ai 9 jours à attendre. Ça va être dur, ça va être long les 9 jours dans la famille Favard. De quoi vous voulez parler, messieurs? Bah, vous allez nous le dire. Eh bien, regardez le sommaire et on va le savoir tout de suite. Est-ce qu'on va parler de Neymar aujourd'hui? C'est possible, parce que le joueur semble réinvesti au sein de l'équipe. Et à défaut d'offres du Barça ou du Real, bien parti pour rester au PSG. Peut-être, finalement, la meilleure nouvelle de l'été. Renato Sanchez à Lille, c'est fait. On en parlait depuis quelques jours. Le milieu portugais du Bayern s'est engagé hier avec le LOSC pour 4 ans. Est-ce un coup énorme pour les Dogs et la Ligue 1? Ou bien avez-vous des doutes sur le joueur? Reprise du championnat italien ce week-end avec notamment la Juve d'Adrien Rabiot, l'ancien banni du PSG, qui pourrait peut-être bien mettre Matuidi sur le banc cette saison. Alors, doit-on s'attendre au même scénario chez les Bleus? Et puis enfin, la nouvelle cible s'appelle Raphaël Guerreiro, côté PSG, non retenu avec son équipe de Dortmund ce week-end. Vous me direz si le latéral gauche portugais peut faire les affaires de Paris. À vous de réagir avec le hashtag l'équipe Mercato, c'est votre émission. N'hésitez pas à réagir, à nous poser toutes vos questions. Et nos experts ici en plateau y répondront évidemment. J'y tiens. On commence avec le buzz du jour. Jingle. Oh, les jingles marchent. Un buzz du jour à l'accent brésilien, forcément, puisqu'à défaut d'offres du Barça ou du Real, eh bien, Neymar pourrait être bien parti pour rester. Selon l'équipe de ce matin, un réchauffement serait en cours entre le joueur et son club. À l'entraînement comme en coulisses, les relations semblent apaisées depuis quelques jours. Et ce matin, en conférence de presse de veille de match, Thomas Tuchel est même allé un peu plus loin. On l'écoute, le coach parisien, au micro de Brice Ivanovic. Première chose que je peux dire est que Ney est plus et plus fit et il a gagné beaucoup de capacité. Il a fait une bonne semaine avec toute l'équipe. Une semaine, comme je dis, avec beaucoup de volume, avec beaucoup d'intensité. Il a fait tous les entraînements avec un bon état d'esprit, avec beaucoup de qualité. Mais à l'autre côté, la situation entre lui et le club est toujours la même. Et la position du club est claire. Si la situation n'est pas claire, il ne peut pas jouer. Et si les choses sont décidées, si la situation est claire demain, il peut jouer, sinon, non. Voilà, donc il peut jouer, il peut pas jouer, il laisse planer le doute, en tout cas, le coach parisien. Alors voici la question, Neymar parisien après le Mercato, est-ce que vous y croyez de plus en plus? Olivier Bossard. Oui. Dave Apadou. Contrairement à Gilles, je vais dire oui. Tanguy. Non, pas plus qu'avant. Ah, merci. Gilles Favard. Oui. Oui, il est fier de le dire. Allez Dave, c'est vous qui prenez la main. Parce que vous étiez un peu, quand on posait ces questions les derniers jours, vous étiez un des rares quand même à nous dire, il peut quand même partir. Oui, il peut, et puis tout peut encore arriver. Après, c'est de savoir quelles sont les tendances. On a vu, moi le dossier Barcelone, j'y ai jamais cru. J'ai souvent dit, ils avaient un problème de liquidité à partir du moment où Paris demandait des liquidités. De toute façon, c'était un dossier qui ne tenait pas. Ils ont des actifs joueurs, ils n'avaient pas le reste, ils n'avaient pas la manne financière. Donc moi, c'était quelque... Mais évidemment, on regardait du côté du Real. Je sais que le Real, effectivement, travaille sur ce dossier. Mais pour l'instant, ils n'ont rien donné à Paris qui le satisfasse. Et quand même, mine de rien, sur ce type de dossier, plus on arrive de la fin, là, on n'est pas dans des panic buys. Je veux dire, Neymar, c'est pas Mitroglou, c'est pas quelqu'un que tu achètes le 1er janvier à minuit, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un dont il faut à la fois préparer le départ et préparer le remplacement et puis préparer l'arrivée dans le club où il ira, si jamais il devait aller quelque part. Donc là, compte tenu du timing qui avance, franchement, je vois plus comment... Enfin, ça me paraît difficile maintenant d'envisager un départ de Neymar.
rien écarter, c'est le monde des transferts, mais franchement, j'ai du mal maintenant à y croire. Et d'ailleurs, on sent que la communication étant là-dessus. Pas dans ce sens. Ouais, c'est pas un si mauvais garçon, c'est mon joueur clé, ça reste un joueur hors du commun, l'équipe n'est pas pareille sans lui. On sent que tout le monde commence un peu à organiser le retour en quelque sorte. Olivier Bossard, vous aussi, vous y croyez de plus en plus? J'y crois même quasiment complètement, puisque les portes de sortie qui existent, il en reste peut-être une encore à la limite, celle du Real Madrid, parce que le Barça, on n'y croit pas. La seule monnaie d'échange qu'il pouvait encore y avoir, c'est Coutinho. Il est parti du côté du Bayern et encore en prêt, donc ils n'ont pas récupéré de liquidité qu'ils auraient pu remettre sur Neymar, donc ça me paraît totalement impossible. Donc il resterait l'éventualité Real Madrid, mais ça me paraît improbable quand on sait que Zinedine Zidane n'en veut pas forcément. Est-ce que le président Florentino Pérez prendrait le risque de mettre l'argent sur Neymar, l'argent qu'il n'a pas mis sur Pogba, le joueur que voulait vraiment Zinedine Zidane? Je pense que pour commencer une saison et créer quelques embrouilles, ça pourrait être compliqué. Et Dave a complètement raison. On sent que la com de Leonardo est en train de s'adoucir tranquillement. Il y a même Tourelle qui commence à annoncer que s'il était là, c'est lui qui tirerait les pénaltys. On dit que c'est un bon garçon. Il y a tous ses coéquipiers qui prennent sa défense en conf de presse. En train de créer les conditions du retour. Exactement. Encore ce matin, Verratti qui disait qu'il avait envie qu'il restait. Voilà, ils sont en train d'un peu de retourner la situation et de préparer justement cette éventualité qui reste. Et justement, on me dit que Verratti, on l'a, puisque Brice Ivanovic, notre envoyé spécial, était du côté du corps des loges et il a pu écouter. On a l'impression qu'il serait surtout soulagé que l'histoire avec Neymar se finisse, ça, Marco Verratti. On l'écoute en conf de presse. Je souhaite qu'il reste ici. Après, ce sont d'autres choses entre lui et le club. Je pense que dans 10 jours, tout le monde va savoir s'il reste ou non. Moi, je suis le premier, je suis comme vous. Et des fois, pour rigoler, je dis toujours, je vois que demain sera déjà le 2 septembre, que c'est tout terminé et qu'on resterait ensemble. Moi, je l'espère, mais après, ce sont des choses de haut et je pense que tout le monde va prendre une bonne décision. Ouais, on sent que ça peut peser un peu sur tout le groupe, cette histoire. Il faut que ça se finisse, rapidement. Alors, je sais la position de Gilles. Allez, on va aller voir Gilles, parce qu'on est dans le côté, il reste au PSG, puis après, vous me direz où est-ce qu'il peut encore aller d'autre, Tanguy. Gilles, on ne bouge pas d'Iota. Bah non. On est même confirmé par ce qui se passe du côté du club. Dave a mis l'accent sur une chose en plus très importante. On arrive à 9 jours de la fin. Les gros transferts ne se font pas en 48 heures. 72. Non, ils ne se font pas en 48 heures, c'est impossible. Et s'il devait partir, il faudrait qu'il le remplace. Et il ne peut pas partir dans les 3-4 derniers jours. Ce n'est pas possible. Donc ils n'auraient pas le temps, eux, de se retourner. Vous ne pouvez pas dire à des gens, il faut que tu attendes que Neymar s'en aille. S'il s'en va le 31, le premier, tu es chez moi. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marche dans le fantasme de certaines personnes, mais ça ne marche pas comme ça. Donc là, je pense, je n'avais pas vu la conférence de presse de Tourelle, je pense que mardi, on sera au courant de ce qui va se passer. Pourquoi mardi ? Parce qu'il va se passer ce week-end. Parce que c'est le jour du poisson. C'est pas le jour du poisson, mais c'est le jour où les commerces vont rouvrir à Paris. Et je pense que là, je plaisante, la journée de championnat va se passer. Il a dit clairement, si c'était clair, il jouerait dimanche. Donc il est en état de marche. Il n'a pas dit jouerait, il a dit si c'est clair, il jouera. Il l'a dit. Pas très bien, mais moi, je veux bien qu'on réécoute, moi. Il a dit, si la situation avec le club avait été claire, ce week-end, il l'aurait pris dans le groupe. Donc ça veut dire que mardi, la situation sera claire et ils régleront le problème. D'accord, mais ce n'est pas du conditionnel. Hein. Si vous voulez, on peut la réécouter. On l'a écouté plein de fois au bureau tout à l'heure. C'est s'il est prêt, il jouera. Mais non, je veux bien l'écouter, moi. Alors, on va juste donner l'avis de Tanguy Le Sevier, qui est un des rares à nous dire que c'est peut-être pas complètement fini, cette histoire. Si, alors pour moi c'est fini, mais en fait c'est que moi c'est pas... En fait j'y croyais déjà pas trop depuis le début. En fait, vous êtes fait avoir sur la sémantique. Exactement. Non, c'est pour ça. Moi, je pense effectivement, que ce soit le Real ou le FC Barcelone, ça me paraît un petit peu compliqué au niveau des finances. Et comme l'ont dit Dave et Olivier, tous les voyants ne sont pas forcément ouverts pour réaliser ce transfert du côté de l'Espagne. Donc, il y a de grandes chances qu'il reste au Paris Saint-Germain pour notre plus grand bonheur. Très bien. On va écouter Thomas Tuchel, mais pas cette déclaration, parce que celle-ci, je vous assure qu'il n'est pas dans le conditionnel. Mais non, on lui a demandé si ça allait un petit peu peser, si ça pesait sur le groupe, l'histoire de Neymar, les supporters, tout ça. Comment est-ce qu'on vit ça au sein du groupe ? Eh bien, c'est pas forcément évident à vivre. Écoutez le coach parisien, toujours au micro de Brice Ivanovic. Oui et non. Oui, parce que c'est comme vous avez dit, oui, ça ne n'aide pas, oui. Et non,
parce que je pense que tout le monde sait que c'est dans le monde aujourd'hui, c'est comme ça. Que c'est normal avec des grands joueurs et pour ça, je pense que tout le monde est adapté, mais ce n'est pas la meilleure situation pour un club ou pour une équipe, c'est clair. C'est quand même pas la meilleure situation pour un club quoi, à vivre. Ce serait bien que ce soit réglé. Parce que clairement, ça perturbe leur été, ça perturbe leur préparation, qu'ils le veuillent ou non. Je veux dire, ils sont sollicités. La moindre conférence de presse, on les interroge dessus. Même eux, j'imagine qu'ils aimeraient bien savoir, parce que tous, ils sont clairs. Je veux dire, là-dessus, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de Neymar en tant que personne. J'en sais rien. On n'est pas dans le secret des vestiaires et des amitiés et des inimitiés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à peu près tous, ils vont partager ce constat. C'est-à-dire qu'avec et sans Neymar, c'est pas la même chanson. Je veux dire, leur équipe, elle a plus rien à voir avec Neymar. Donc je pense que, et d'ailleurs Verratti, vous disiez, il a hâte que ça se termine. Il a hâte que ça se termine, surtout du côté de Neymar reste, parce qu'il l'a dit et redit. Voilà, on veut qu'il reste, et c'est pas que de l'amitié. Je pense que c'est surtout qu'ils savent qu'ils ont un joueur exceptionnel, unique même quand il est valide. Voilà, donc on sent que tout ça se prépare. Et je pense que le PSG est un club où, malgré tout, sur ce dossier-là, il briefe à peu près trop bien pour laisser les joueurs dire tout haut. S'il était plus sur le départ que sur un status quo, il ne laisserait pas dire Verratti, dire faut qu'il reste, etc., etc. Je pense que s'il laisse dire, c'est qu'on va plutôt... Je ne m'exprime pas sur ce dossier. Voilà, exactement. Et on ira, et là, ils vont tous dans ce sens-là. Il n'y en a aucun qui dit il y en a marre maintenant. Donc je ne peux pas croire qu'il laisse dire ça en sachant que Neymar serait tout proche d'une perte de sortie. Quelle sera la meilleure recrue du Paris Saint-Germain cette année? Leonardo, vous allez me dire? Ce sera Neymar. Ça sera Neymar. Bien sûr. Le 3 septembre, s'il reste, la meilleure recrue du Paris Saint-Germain sera Neymar. Bien sûr. C'est pas faux. C'est aussi simple que ça. En tout cas, si Neymar venait à rester, on verrait clairement la patte Leonardo. Voilà, il est venu là pour mettre un peu durcir le ton. Là, si le PSG arrive à conserver Neymar après ce bras de fer-là, c'est quand même costaud, parce que là, le PSG ne rompt pas et ne se baisse pas devant les grands joueurs, devant les grands clubs d'Europe. C'est quand même un bon signe. Bah, c'est nouveau, bien sûr, je pense. Ouais, c'est un bon signe envoyé aux autres, clairement. Et juste un dernier mot. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait preuve de fermeté par le passé. On a vu sur Rabiot, sur Verratti aussi, souvenez-vous, il y a 2 ans, qui était tenté par un départ du côté du Barcelone. Mais c'était un peu de manière brutale. Et d'ailleurs, même, ça leur avait été reproché en termes d'image, ils n'étaient pas sortis grandis. Là, on a l'impression qu'il l'a fait. Leonardo, avec une... Ouais, personne n'a levé le ton. Et d'ailleurs, du côté de Neymar, parce que aussi, c'est des professionnels de très très haut niveau, il n'y a personne qui s'est aventuré à dire quelque chose qu'il pourrait regretter. Aucun des deux n'a insulté l'avenir, aucun des deux n'a insulté l'autre. Et tu sens que ça a été fait vraiment, là, je trouve, à un autre niveau que celui qui avait été fait par Antero Henrique avec Rabiot, par exemple. C'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. Exactement. Du côté de Leonardo. Et ça, c'est prometteur. Et c'est pour ça que quand vous avez dit quelle était la meilleure recrue, moi, je pensais avoir bon avec Leonardo. Selon les propos de Thomas Tuchel, là, alors que mais vous progressez, France. Merci. En fin de... à 2 jours de l'émission, je suis contente. Juste avant la dernière de demain, c'est bien d'avoir progressé. Bravo, France. PSG Toulouse, c'est dimanche soir. Je ne sais pas s'il est dans le groupe. Alors moi, j'ai toujours pas compris, parce que le groupe, officiellement, il pourra ne le donner qu'à la dernière minute. Là, alors qu'il est, on n'a toujours pas compris s'il était dans le groupe ou non. Je connais votre avis, parce qu'on en a parlé hier. Tous les deux, vous m'avez dit pas du tout, il y sera pas, faut pas rêver. Là, il dit pas non, Thomas Tuchel. Il dit s'il peut jouer, il sera dans le groupe. Ouais, alors après, je sais pas dans quelle mesure il maîtrise le conditionnel et le futur. Non, mais c'est maintenant. C'est possible. C'est pas ironique de ma part. C'est un peu subtil parfois, même nous. Olivier a du mal, par exemple, même lui à conjuguer. Voilà, bon, donc plaisant. Mais voilà, non, je pense qu'aujourd'hui là, les conditions elles sont pas créées. Ils n'ont pas une urgence là de remettre Neymar là un peu dans le feu de l'action. Je pense qu'ils ont besoin d'officialiser la fin du feuilleton. Et je veux dire, ils vont de la même façon qu'ils ont bien communiqué pendant, ils vont bien communiquer la clôture de ce dossier. Et ils ne vont pas le jeter comme ça en pâture alors que personne le veut, là, au Parc des Princes. Il y a une opération de com à faire. Non mais attendez, lors du dernier match Rennes-PSG, il n'était pas dans le groupe et c'était clair. Là, on ne sait pas. Ils auraient pu aussi dire il n'est pas dans le groupe, on le préserve, on laisse durer la situation. Là, c'est pas le cas. Depuis quand on a vu un entraîneur qui a dit mais si Neymar est dans le groupe, il jouera. Si Neymar reste, c'est lui qui tirera les pénaltys. Ah oui. Déjà, il a annoncé un truc. Il a annoncé quelque chose qu'on lui a déjà dit. Naturellement qu'on lui a dit. Est-ce que c'est pas logique ça? C'est le meilleur tireur de pénalty du groupe, il n'y a pas photo. Pourquoi c'est le meilleur tireur de pénalty? Neymar n'a pas la réputation d'être le meilleur tireur de pénalty, ça ne veut rien dire. Comment? Un Cavani ou un Mbappé pourrait mal le prendre. Je pense que s'il s'avance autant... S'il s'avance à ce niveau-là, c'est que des discussions ont eu lieu. Neymar, il va rester, mais il va demander des garanties. Il ne faut pas croire qu'on va lui dire tu restes là, tu es au piquet et tu joueras quand on te le dit. Il va aussi, lui, avoir des desiderata. Donc le problème, déjà ce problème-là est réglé, en un mot.
Et si on revenait à la première fois où on a vu la conférence de presse, il a bien dit que si le problème avec le club était réglé, il le prendrait. Il a bien dit si le problème était réglé avec le club. Ça veut dire qu'il est là. Si demain le problème est réglé, ben il va le mettre. D'accord. Et puis, donc il peut jouer contre Toulouse demain, si le problème est réglé. Bon, de toute façon, il va donner son groupe ce soir, donc je ne pense pas que ça soit réglé là. Avant de le réintégrer, que ce soit dans le 11 ou dans le groupe, je pense qu'il va falloir quand même préparer les supporters du PSG. Ah oui. Parce qu'il y a quand même eu une vraie cassure cet été. Il s'est quand même passé beaucoup de choses. On a vu les banderoles dans les tribunes, c'était quand même hyper violent. Donc je pense qu'il y a un moment donné où Leonardo devra prendre la parole. Et de toute façon, il y a un tel consensus derrière. Là, au micro, il prend le speaker du stade et hop. Mais ça, il y a un tel consensus derrière Leonardo. Les tribunes sont tellement derrière lui. Il est tellement apprécié que je pense que si au bout d'un moment, il commence à dire aux supporters, il va revenir, exactement. C'est un joueur du PSG, il faut qu'il soit avec nous, il sera avec nous cette saison, il faut l'encourager. Le calendrier est fait d'une certaine façon. Ils vont sortir la semaine prochaine. À Metz. Si ça se règle, peut jouer à l'extérieur et après il s'en va en sélection. C'est-à-dire pendant 15 jours on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il peut commencer à mettre, pendant 15 jours il s'en va et il revient après. Voilà. Donc déjà la digestion elle commence. Voilà, non mais c'est ça désamorce. Je me souviens qu'en sélection, pour le retour de Nasri qui à un moment avait été mis à l'écart, on va dire, pour son retour, ça avait été aussi savamment soigné. C'est-à-dire qu'il l'avait mis dans un match obscur du mois de novembre à l'extérieur, etc. Pas dans, mettons, France-Espagne au Stade de France, quoi. Je veux dire, ça avait été pour que les gens aient le temps de digérer. Bon, une fois qu'il est revenu, je veux dire. Et puis, ils ne peuvent même pas se déchaîner sur lui. Donc, moi, je pense que ça va se faire comme ça. Moi, je suis d'accord avec le scénario. Je pense qu'ils vont faire peut-être une opération de com également avec un joueur qui est très apprécié des supporters comme Edinson Cavani. C'est le chouchou. Ou Mbappé, on va se mettre bras dessous. Exactement, comme ça va un petit peu calmer le public. Est-ce qu'à l'image d'un Bale, on va regarder la une de As ce matin, parce que vous savez que Bale, ça y est, c'est l'amour fou maintenant avec Zidane. Il a été réintégré, rabiboché, réconcilié. Alors selon la presse espagnole, bien sûr, est-ce que le club du PSG ne doit pas faire un petit peu la même chose? Est-ce qu'il ne doit pas clairement faire savoir aux supporters et aux autres clubs qu'il sera parisien, qu'on compte sur lui et on ferme la porte à tout le monde? Parce que là, il ne ferme pas la porte aux autres. Non, mais en fait, moi je pense qu'il va falloir communiquer assez vite là, cette semaine. Enfin, là, on y est, 9 jours. La semaine qui arrive, mais très tôt en fait. Je pense justement pour pas donner l'impression que jusqu'au bout, ils ont cherché à le vendre. Malgré tout, je pense. Mais c'est l'impression qui reste, même si. Oui, mais bien sûr, non, mais je veux dire, s'ils prennent la parole, mettons mardi, en disant bon, de toute façon, le sujet est clos. Voilà, tu n'auras pas l'impression qu'ils ont joué le truc jusqu'au bout. En plus, comme on a dit, on a suffisamment expliqué que depuis un moment, leur communication tente à expliquer que il va peut-être rester. S'il reste, les autres sont contents. C'est pas un si mauvais garçon, etc. Je pense que la communication elle est progressive pour arriver justement à un point qui est on le garde et on garde un joueur phénoménal parce que c'est ce qu'a commencé à dire Leonardo. S'il part, il part parce que voilà, c'est la vie. Mais s'il reste, on garde un joueur phénoménal. Ils ont commencé à travailler. Je vois bien la vidéo arriver avec le best-of de ses meilleurs buts et de ses meilleures actions. Il y a une différence également, c'est qu'au Real, Zidane était vendeur. Lui, il ne voulait pas forcément garder Gareth Bale. Oui, c'est pas la même chose. Tandis que Thomas Tuchel, lui, veut absolument garder Neymar. Donc, après, il a rebattu ses cartes parce que Asensio s'est blessé notamment. Et qu'il n'a pas forcément, eu les joueurs qu'il souhaitait devant. Donc Bale, finalement, c'est... Le Real voulait se débarrasser de Bale. C'est Bale qui ne voulait pas partir. C'est différent. Donc là, ici, c'est Neymar qui a voulu partir et on lui a dit tu veux partir, mais il faut revenir avec temps. Et il n'est pas revenu avec temps. Voilà. Quelques images de l'entraînement du jour pour dire que comme quoi il est vraiment tout à fait remis et réinvesti et il s'amuse et il est prêt à jouer. Et peut-être qu'il jouera contre Toulouse, on ne sait pas, on en saura plus dans les heures à venir. Justement, PSG-Toulouse, vous savez que les débriefs de match ont repris sur la chaîne Équipe, donc on vous donne rendez-vous demain à 22h50, tout pile, dès le coup de sifflet final, pour l'après-match de ce PSG-TFC. Et on aura Romain Gégou, envoyé spécial au Parc des Princes, justement, pour recueillir toutes les réactions des joueurs et des entraîneurs. On passe au contrat, pas contrat ? Allez. C'est parti. Contrat pas contrat qui concerne un Marseillais, un ancien Marseillais, Adil Rami. Alors où est-ce qu'on l'envoie aujourd'hui, Adil Rami? Selon le Télégramme, l'ancien défenseur sans club depuis son licenciement de l'OM pourrait trouver un point de chute en France. Le Stade brestois s'intéresse aux champions du monde pour renforcer sa défense. Dans le même temps, on rappelle que Marseille n'a pas réussi à attirer le latéral gauche Juan Miranda qui appartient au Barça et le clan du joueur négocie désormais avec Schalke 04. Mais on revient à Rami du côté de Brest. Contrat pas contrat, Olivier? Contrat, ouais. Contrat, Dave? Si je suis Rami, pas contrat. Pas contrat. Si je suis Brest, contrat. Bah oui. Et Gilles? Pas contrat. Pas contrat. Si vous êtes Rami, pas contrat. C'est pas assez bien, Brest. C'est beaucoup de moquer d'Adil Rami la saison dernière parce que sportivement ça allait pas, parce que finalement son actualité était plus extra-football
avec Pamela Anderson et tout. Non, mais c'est vrai, on a beaucoup plus parlé d'Adil Rami qui n'avait pas atterri depuis la Coupe du Monde. Moi, je continue à penser, sa carrière le montre, que c'est un incroyable compétiteur, parce qu'à la base, il n'y a rien. Il n'aurait jamais dû arriver à ce niveau-là, ce garçon, à la base. C'est quand même un mécanicien de la ville de Fréjus, il faut toujours le rappeler, au service des espaces verts, qui a fait cette carrière-là. C'est quand même colossal. Et on sent que là, il est touché dans son orgueil. On sent qu'il est touché dans son amour-propre. Que la fin elle soit comme ça, qu'à Marseille on les passait par-dessus bord comme ça. Donc moi je pense qu'il a encore quelque chose à donner. Alors évidemment pas pour les top clubs, mais entre les top clubs et Brest, je pense qu'il y a une marge et je pense qu'il ferait le bonheur de pas mal de clubs de Ligue 1. Évidemment, si t'es Brest tous les jours, Rami. Mais moi je pense qu'il a encore à donner, moi, je pense. Il y a eu Toulouse, il y a eu un club turc, il y a eu Brescia, je crois, dernièrement. Brest, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Vous êtes contrat, vous? Ouais, je dis contrat. Il a dit dans une interview récemment qu'il voulait montrer aux dirigeants marseillais qu'ils avaient eu tort. Ça reste la Ligue 1, il va pouvoir leur montrer. Il a dit qu'il était prêt à aller au combat. Je pense que Brest va affronter une saison qui va être compliquée. Il va y avoir du combat. Il a de quoi prouver qu'il n'est pas terminé. Il ne peut pas viser mieux, d'après toi? Si, probablement, mais bon, pourquoi pas. Brest, ça reste une place forte du foot. C'est une vraie ville de ballon. Ouais, c'est un stade sympa et tout. Ça va être des matchs compliqués, c'est sûr, toute la saison. Mais s'il a envie de montrer de quoi il est capable, je trouve que le Challenge Brest, c'est pas mal. Ouais. Et ce serait un super coup pour le Stade brestois. Oui, ce serait un super coup. On voit qu'il y a plein de clubs qui ont de bonnes idées là, sur cette fin de mercato. Je pense à Lille, tout à l'heure, on en parlera. Mais ouais, c'est une super idée pour Brest, avec un entraîneur qui joue au ballon, Olivier Dalloglio. Je pense qu'il peut s'amuser là-bas. Pour conclure, pourquoi c'est bien Brest pour Adil Rami? Non, moi j'ai dit non. Ah, vous avez dit non? Ah bah pourquoi? Non, parce que je sais qu'il y a eu des discussions entre Grégory Lorenzi et la sœur d'Adil Rami qui lui sert d'agent. Il y a d'abord un problème de salaire qui rentre en ligne de compte, qui n'est pas simple à régler. Bon, le transfert, c'est réglé, il est gratuit. Non, mais le transfert, c'est réglé, mais bon, le salaire, c'est loin d'être réglé. Même s'il ne demande pas la même somme, je sais que la conversation s'est très bien passée, ça a été très courtois. C'est pas non, des deux côtés. Mais c'est pas oui. Mais c'est très loin d'être oui. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui devraient être intéressés. Je pense notamment à un club qui s'appelle Montpellier. Et il serait bien inspiré de le prendre parce que j'aime beaucoup Hilton derrière, mais il a 42 ans. Et je pense qu'ils vont avoir besoin de... Il va s'arrêter un jour. 33 ans. Oui, c'est pas la preuve. Hein. Ah il y a 10 ans d'écart, donc tout va bien. Mais qu'ils ont un peu plus les moyens que Brest et qu'ils peuvent beaucoup plus se rapprocher d'un certain salaire qu'ils voudraient avoir. Et puis ça peut matcher. Et ça peut matcher à Montpellier. Voilà. J'ai un prochain contrat, pas contrat, côté PSG, cette fois Draxler dans le viseur de la Juve. Selon Tuttosport, les dirigeants de la Juve seraient intéressés par un échange entre Emre Can et Julian Draxler. Les Turinois ne seraient également pas insensibles au profil de Di Maria et de Verratti, ils les veulent tous. Hein. De son côté, Pjanic, lui, il plaît à Leonardo, on en a un peu parlé hier, tandis que Dybala revient également dans les échanges. Enfin, il va se passer quelque chose entre la Juve et le PSG, c'est sûr. On revient au cas Draxler, contrat, pas contrat, pour aller à la Juve. Pas contrat. Pas contrat. Pas contrat. Pas contrat. C'était le PSG contrat. Pour un départ, pour un départ, ouais. Je pense exactement la même chose. Allez, vous développez, Olivier. Oui, je pense que si le PSG a moyen de se débarrasser de Draxler, en plus pour récupérer Emre Can, qui est quand même un bon joueur, la Juve entasse les milieux de terrain. Là, ils essayaient de faire fuir Matuidi. Faire venir Draxler à ce moment-là de la saison, quand ils essayent déjà de se débarrasser de pas mal de milieux de terrain, ça me paraît assez improbable. Et ça me paraît encore plus improbable que la Juve est un club qui recrute très bien. S'ils ont vu le début de saison de Draxler, je suis assez surpris qu'ils veuillent faire venir. Ouais. Pas contrat de votre côté, Tanguy? Non, effectivement, comme l'a dit Olivier, il y a un embouteillage du côté de la Juve, donc j'ai du mal à l'imaginer jouer déjà. Il n'a pas suffisamment montré au niveau qu'il avait sa place, tout simplement, Julian Draxler. Et au PSG, on reste sur un goût d'inachevé avec ce joueur. Donc, la Juve étant un cran au-dessus, j'ai du mal à le voir progresser là-bas. Ouais, il y a un problème mental avec ce garçon. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces joueurs. Il est arrivé champion du monde et tout, je veux dire, au départ. Et puis c'est un vrai talent. Là-dessus, sur le foot, il n'y a qu'à voir ses partenaires, comme ils en parlent. C'est du très haut niveau sur le plan technique. C'est un vrai footballeur. Mais mentalement, il n'y est pas. Mentalement, ce n'est pas ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accepte assez vite, qui se résigne finalement assez vite de sa condition et de sa situation. Et Paris... Je veux dire, évidemment, tu ne prends pas la place de Neymar, mais c'est-à-dire que le jour où Neymar n'est pas là, où tu fais tourner, où tu fais souffler, où il est blessé ou suspendu, quand tu te lances, tu dois arriver avec un mort de faim. Et lui, on n'a jamais l'impression qu'il joue
sa vie. On a l'impression qu'il joue au foot comme il... Oui, il est là. Vous savez, il y en a qui viennent, ils signent juste leur feuille de présence. C'est un petit peu ça. Or, tout ça, ça tire un club vers le bas. C'est-à-dire qu'un club, il va vers le haut. Quand les remplaçants, on sent que vous leur donnez ça, ils vont vous croquer tout l'os. Ouais, exactement. Et lui, on sent pas ça. Et donc, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui font que Paris, on a l'impression que la soupe est bonne, pour dire les choses. Et que donc, ça vous pousse pas forcément à vous dépasser. Pour moi, il symbolise ça. Donc, le plus vite, il le met dans le train ou l'avion. Très bien. Affaire à suivre parce qu'il reste 9 jours et il va se passer quelque chose entre le PSG et la Juve. Mohamed El Nani, c'est Bordeaux qui se penche sur Mohamed El Nani. C'est Sud-Ouest qui nous révèle que la piste menant au joueur de l'AS Monaco, Aït Benasser, qui était une priorité, mais finalement, les négociations s'enlisent. Et du coup, le club girondin souhaiterait s'orienter vers Mohamed El Nani, l'international égyptien, qui est clairement invité à quitter Arsenal cet été. Contrat, pas contrat, Mohamed El Nani à Bordeaux. Pas contrat. Pas contrat. Tanguy, contrat. Petit contrat. Contrat. Petit contrat. Contrat aussi. Tout le monde veut du contrat, sauf vous, Gilles. Il va falloir m'expliquer pourquoi. Parce que c'est un joueur auquel je ne crois pas. Je n'ai pas participé au débat d'avant sur Drexler. Pour moi, ce sont des faux bons joueurs. Donc, comme ça, on en est certain. Si, pour finir à Bordeaux, c'est les spécialistes du genre à l'heure actuelle de nous prendre ce genre de saucisse. Donc, s'ils veulent le prendre, ils le prennent. C'est le problème. Mais je ne vois pas... Il y en a tellement d'autres à prendre. Qu'est-ce qui veut défendre le pauvre El Nani ? Réhabiliter un petit peu, tant bien que mal. Pardon. Allez, Tanguy. Non, mais c'est un international qui a de l'expérience. Je pense que Bordeaux a besoin de joueurs dans ce secteur de jeu. Ouais. Il arrive d'un grand club où forcément il ne s'est pas imposé et où Unai Emery ne compte plus du tout sur lui comme Mustafi. Donc voilà, il lui faut une porte de sortie. Bordeaux, c'est clairement un cran en dessous d'Arsenal. Voilà, il a moyen de s'imposer du côté girondin. Quelque chose à rajouter pour... C'est un joueur qui a un énorme volume de jeu. Ah oui, on l'a vu. Non, mais premier tour de Coupe du Monde l'année dernière, c'est un des joueurs qui court le plus. On l'a vu. Et non, mais pour le coup, c'est vrai, c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu. En athlé, il sera bon. Non, mais je me dis que dans ce profil-là, c'est peut-être quelqu'un qui peut servir à Bordeaux. Sois pas agent. Ne sois jamais agent. Vous vous moquez, mais allez-y, faites mieux que les copains. Non, c'est quelqu'un qui a fait de l'athlétisme, pour jouer au niveau des top 5-6 anglais ou même dans les gros championnats, il faut du mental, il faut des choses comme ça. Il y a des joueurs qui ne sont pas calibrés pour ce niveau-là. C'est-à-dire que El Nani, quand il a été lancé, c'était pas si mal. D'ailleurs, on voit bien, techniquement, franchement, c'est en place. Effectivement, il a un gros volume de course, cher à Olivier Bossard. Mais après, je veux dire, quand on lui met un petit peu de concurrence dans les pattes, il s'en sort pas. À Bordeaux... Ça devrait aller. Ouais, et il ne sera pas bousculé par la concurrence. Peut-être que ce sera un peu plus son niveau. Et au pire, il fera le tour du stade, quoi. En courant, parce qu'il va vite. Allez, prochain contrat, pas contrat. L'Inter qui s'attaque à Arturo Vidal. Et oui, vous savez qu'il cherche à se renforcer en milieu de terrain. El Mundo Deportivo annonce une offre au FC Barcelone pour Arturo Vidal. Les Blaugrana n'envisagent pas de se séparer de leur milieu à moins d'une offre de 13 millions d'euros. L'international chilien disposerait déjà d'un accord avec la formation italienne, mais les deux clubs n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente. Qu'est-ce qui vous fait hurler là ? C'est le 13 millions ? Contrat, pas contrat, oui, c'est pas cher pour Arturo Vidal du côté de l'Inter. Contrat. Ça vous fait plaisir. Contrat. Oui, contrat. Oui. Contrat pour tout le monde. Ça ne me fait pas particulièrement plaisir à moi, mais qu'est-ce qui vous faisait rire ? C'est pas assez cher ? Non, mais 13 millions, c'est rien. Pour Arturo Vidal ? Maintenant, c'est rien. Mais Arturo Vidal, il faut savoir dans quel état il est, c'est tout. S'il a envie de jouer, c'est un très bon joueur. C'est autre chose que l'Égyptien d'avant. Il a 32 ans, il a 50 ans. À Bordeaux, il serait inspiré de prendre Vidal. C'est pas le même budget. J'ai bien aimé les portes de sortie de Bordeaux. C'est pas des portes qu'ils ont, Des péages. C'est une autoroute. D'accord, mais ne revenez pas en arrière, là. Vidal à l'Inter. Non, mais Vidal, naturellement que c'est un bon joueur. S'ils ont besoin de ça au milieu, mais au milieu, il y a beaucoup de joueurs à prendre. Il y a Matuidi à prendre, il y en a plein des joueurs au milieu. Il n'y a pas besoin de chercher, il y a juste à regarder, il y a un éventail de joueurs de milieu extraordinaire. Ils peuvent prendre Drexler ici, si on peut se séparer d'une pomme de terre. Bon, il ne veut pas me parler de Vidal. Qui parle de Vidal ? Non, mais c'est un bon joueur, Vidal. Ça correspond, je trouve, mieux à ce qu'est l'Inter, qui a un peu plus de combat, un peu plus robuste, quoi. Moi, j'ai toujours trouvé un peu étrange le mariage Arturo Vidal-Barcelone. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné, oui. Un petit peu quand même. Voilà, par à coup. Mais on sent que voilà, c'est un football qui est un peu différent et qu'il vient un peu pour mettre des coups de pression, des choses comme ça quand la température monte. Mais globalement, il ne fait pas partie de cet ADN, de cette famille-là. C'est plus l'ADN de Conté. Il ne va pas trop exactement. Conté, lui, il va savoir l'utiliser et il ne se fera pas prier. Et à l'Inter, ils ont perdu Nainggolan,
qui évolue sensiblement dans le même secteur de jeu, donc ça peut être un remplaçant idéal. C'est bien pour tout le monde. Un petit dernier, Everton Suárez, c'est l'Atlético Madrid qui est sur l'attaquant de Grêmio, révélation de la dernière Copa América avec le Brésil. Emerson Suárez serait dans le viseur de l'Atlético Madrid. Selon Globo Esporte, les négociations entre les différentes parties seraient bien avancées, même si le joueur ne débarquerait en Europe qu'en janvier 2020. C'est un contrat pas contrat futur. Everton Suárez du côté de l'Atlético, contrat pas contrat, Olivier? Oui, contrat. Ouais. Contrat. Contrat. Contrat pour tout le monde? Contrat. J'ai plus envie d'avoir la Gilles, il me fait peur, il va me parler de Bordeaux. Tanguy Les Sévillés, pourquoi pour Bordeaux, c'est une belle ça serait bien sûr. Ah oui. Non, mais l'Atlético a prouvé sur ses derniers mercatos qu'ils avaient plutôt des bonnes idées. Je pense que ce joueur-là, il peut vraiment être une bonne alternative dans l'effectif de Simeone. Donc, je pense que ça peut le faire du côté de l'Atlético. Je l'ai vu hyper bon, moi, à la Copa América. Chaque fois que je le voyais, je ne suis pas en train de dire que c'est Ronaldinho ou Neymar. Meilleur joueur de la finale, d'ailleurs. Mais voilà, mais je trouve vraiment qu'il avait un vrai impact, qu'il a une vraie activité, ce qui doit plaire à l'Atlético. Et qui, en plus, a cette capacité, on l'avait vu avec Griezmann, mais avec d'autres aussi, de prendre ce type de joueurs, notamment les joueurs de côté qui sont plus techniques que athlétiques, et d'être capable de les transformer en plus en joueurs prêts à l'emploi pour l'Atlético. Je veux dire, il y a ce travail qu'ils arrivent à faire. Et moi, je trouve que ce joueur, avec la qualité technique qu'il a, et même l'activité, l'envie visiblement, si tu l'étoffes un peu, et l'Atlético, ils ont la méthode pour, moi, je pense que c'est un bon joueur, vraiment un bon joueur. Le seul problème, c'est que comme dans beaucoup de cas de joueurs sud-américains, c'est un dossier très compliqué parce qu'il y a la moitié de ses droits qui appartiennent à son club, le tiers à un homme d'affaires, l'autre tiers à un autre homme d'affaires, donc ça va être... C'est pas gagné, c'est pour ça qu'on parle de 2020 peut-être. Non, parce qu'il y a l'année. Les saisons brésiliennes sont sur des années civiles et souvent les gens qui ont l'habitude de travailler avec l'Amérique latine préparent les transferts maintenant pour qu'ils arrivent au mois de janvier. Pourquoi au mois de janvier? Parce que les 6 premiers mois, ils s'adaptent et après, ils sont très compétitifs pour l'année d'après. Donc, il ne devrait pas rester à Grêmio quand même très longtemps, a priori. On aura d'autres contrats, pas contrats dans la suite de cette émission. Mais tout de suite, on revient au mercato, dans notre bon vieux championnat, avec la Ligue 1 Express. C'était dans les tuyaux depuis quelques jours. Renato Sanchez au LOSC, c'est officiel. Le milieu international portugais s'est donc engagé hier pour 4 saisons après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Il est arrivé au domaine réserve et voilà pourquoi je vous pose la question. Renato Sanchez au LOSC, est-ce que c'est une bonne pioche ou un énorme coup? Olivier? C'est un pari mais qui n'est pas risqué. Oui, j'ai dit une bonne pioche ou un énorme coup, ça voulait dire la même chose. Une bonne pioche ou un pari risqué? Un pari pas risqué. Donc c'est un peu les deux quoi. Okay. On y reviendra. Bonne pioche ou pari risqué? Très bon coup. Très bon coup. Très bon. Très bon coup. J'ai l'impression qu'il aime bien. Attends, Gilles. Très bon coup. Alors, allez, c'est votre chouchou. Vous en parliez tout à l'heure déjà dans la première partie. Non, mais je pense que Lille a bien travaillé. Ils ont réussi, je pense, à doubler de nombreux clubs sur ce dossier-là. Parce que je rappelle quand même, Renato Sanchez son nom en tout cas a été annoncé un peu du côté du Paris Saint-Germain il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il arrive à Lille. C'est une super idée, à mon sens. Il va venir renforcer un secteur de jeu où Benjamin André, Soumaré et donc Sanchez vont un petit peu se battre pour les 2 places qu'il y aura. Et je pense que Sanchez, c'est un énorme coup pour Lille, qui ne peut pas forcément toper des super joueurs. Voilà, un joueur qui avait du mal à s'imposer au Bayern peut tout à fait rentrer dans les plans de Christophe Galtier. Est-ce que c'est la star, le nom le plus clinquant pour l'instant de ce mercato d'été en Ligue 1 pour l'instant? Renato Sanchez? Non. Il y a eu qui d'autre de mieux? Non, mais ce n'est pas une question d'une mesure. Renato Sanchez, c'est un très bon joueur qu'on a découvert il y a effectivement 2 ans. Donc on a dit qu'il y avait une très grosse marge de progression. Bon, au Bayern, je pense qu'il y a été trop tôt. Ouais. Comme beaucoup de jeunes, il aurait dû rester dans son club et partir un peu plus tard. Et Lille le récupère au bon moment. Il a 20 ans, il est dans sa pleine courbe de progression. Après, je ne pense pas, comme a dit Olivier, que ce soit un pari risqué. Même à ce tarif-là, je trouve que c'est étonnamment bas. Même. 20 millions d'euros? Bah oui, c'est étonnamment bas. On nous parle de 40 millions des types qui ont 28, 29 ans. Lui, il en a 20, c'est 20 millions. Donc 22. Soit il y a un... 22. Soit il est parti pour 35 au Bayern Munich. Soit il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, où ils ont gardé 50% des droits, ce qui est possible, et qu'on ne nous le dit pas. Si j'avais à parier, je parierais peut-être pas 50, mais entre 25 et 40, je dois pas être loin de la vérité. D'accord. Mais c'est bien joué. De la part de Lille, c'est super. C'est un très bon joueur dans notre championnat. Il va dans un club où il va s'épanouir, avec un entraîneur. Et il va jouer la Ligue des Champions. C'est parfait. Alors c'est bien joué, sauf qu'avant de vous donner la main, Olivier, on va regarder ses stats.
Et là, vous allez me dire que depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich, depuis son prêt à Swansea, qui était un terrible échec, il n'y a pas beaucoup de matchs titulaires en tout cas. Pas beaucoup de buts, c'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est quand même pas le Renato Sanchez du Benfica, n'est-ce pas, Olivier? Ouais, alors je suis d'accord avec Gilles et Tanguy, ils ont raison. Ça reste un nom, c'est quand même un sacré coup que Lille réussit là, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui sort d'un gros club. On parle d'un joueur qui connaît l'exigence du haut niveau. Il a été international. Il est recruté par Luis Campos qui ne fait pas n'importe quoi. Dans le staff de Galtier, il y a des Portugais, donc il va pouvoir communiquer avec eux facilement. Il y a José Fonte qui est là derrière, aussi portugais, qui aime bien prendre des petits jeunes comme ça sous son aile. Malgré tout, depuis la saison 2015-2016, il n'y a pas grand-chose. L'année dernière, il aurait pu éventuellement trouver sa place au Bayern. Tolisso s'est fait les ligaments croisés. Il y avait une place pour lui. Il n'a pas réussi à la saisir. Il n'a pas réussi. Il a été prêté à Swansea, ça n'a pas fonctionné. Je me souviens de quelques joueurs de Swansea qui allaient voir même carrément le coach pour lui dire « Mais attends, tu nous mets à sa place alors qu'il ne met pas un pied devant l'autre. » Donc il y a un vrai souci. Après, on garde à l'esprit tout ce qu'il a pu faire avant, quand il a été nommé, élu meilleur jeune du monde, voilà, Golden Boy. Donc il y a un vrai potentiel, mais ça reste quand même un pari. Depuis 3 saisons, on ne l'a pas vu à son meilleur niveau. Oui, mais après, si on l'avait vu à son meilleur niveau, je veux dire, bêtement, on ne serait pas en train de discuter de lui à Lille. Il faut toujours se rappeler. On n'aura aucune chance de le voir débarquer ici. Mais jamais. Il sera à l'étage d'au-dessus. On discuterait de lui vraiment pour le PSG ou quelque chose comme ça, s'il avait abouti son talent. Évidemment qu'il y a des parts d'ombre, on ne connaît pas exactement la valeur de ce garçon, plus d'ailleurs la valeur mentale. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il est parti très très tôt. À peine il avait commencé à exploser à Benfica. Quand on t'envoie et que tu n'as pas la maturité, je veux dire, tout le monde ne s'appelle pas Kylian Mbappé, une sorte de cyborg comme ça, que tu mets à peu près dans n'importe quel étage, il va s'en sortir. Lui, peut-être que voilà, il a besoin d'être sécurisé. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le jeu du Bayern, c'est très posé, c'est le jeu de Thiago Alcantara. Je ne suis pas sûr que son jeu, aujourd'hui, ce Bayern moderne, là, très guardiolesque, on va appeler ça comme ça, je ne suis pas sûr que ça lui convienne. Par contre, le jeu de Lille, où là, il va falloir un peu déchirer, il va falloir être très, alors on dit vertical, c'est pas le mot, mais je veux dire dans la profondeur, avec beaucoup de courses, moi je suis persuadé qu'il va nous sortir des matchs. Moi, je pense, des matchs où on va voir que lui. Moi, je pense que c'est un vrai talent. Vous me dites qu'il a besoin d'être sécurisé. On va regarder la déclaration de son coach, justement, à l'arrivée de son nouveau joueur. C'est le genre de club qui peut lui convenir, un club où il va se sentir aimé et désiré, car c'est un affectif. Lille a beaucoup investi pour le faire venir. Je pense que c'est du gagnant-gagnant. Lille recrute un joueur motivé qui va avoir envie de tout casser. Ça va être l'occasion pour lui de se relancer après 2-3 années très difficiles. Déclaration de Willy Sagnol. Et il ne faut pas oublier que Lille, il y a 2 saisons, jouait le maintien en Ligue 1, est passé tout proche de la correctionnelle et se retrouve aujourd'hui à attirer des joueurs, des grands noms du foot européen. Moi, je dis chapeau vraiment aux dirigeants lillois qui ont fait un énorme boulot depuis plusieurs mois. Et c'est rassurant parce que quand Lille a laissé partir Pépé et Thiago Mendes, et puis on imaginait peut-être même que la Seignelle n'allait pas s'arrêter là, je me suis dit, putain, ils vont encore repartir à zéro. C'est-à-dire que de nouveau, ils vont nous refaire, vous savez, comme les promos, quoi. Je veux dire, allez hop, cette génération-là, elle a été vice-championne de France. Allez hop, c'est bon, vous pouvez partir. On brade tout. En l'occurrence, on brade pas, mais on fait des gros transferts. Et derrière, on repart avec plein de jeunes. Or non, ils ont gardé quand même une ossature qui est quand même pas mal, qui est assez solide. Et ce qu'ils attirent, c'est pas du second choix. C'est du premier choix dans les premiers, deuxième choix dans les talents européens jeunes, quoi. Enfin, pas qu'européens, puisqu'il y a le Nigérian aussi. Donc, ils font pas des mauvais achats. En tout cas, ils font des achats ambitieux. On va refaire un petit point, si vous voulez bien, sur justement l'ensemble du mercato et des arrivées lilloises cette saison. Donc, Sanchez, 20 millions d'euros, Yazidje, Osimhen, Timothy Weah, Benjamin André, Bradaric, Jardim. Ça fait quand même un bon petit 160 millions d'euros de vente pour 90 millions d'euros d'achat. C'est ambitieux. Ouais, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est ça reste un bel investissement. Moi, je les voyais pas investir autant. Je me suis dit, ils ont réussi leur coup, ils vont reprendre leur vie, etc. Et puis un peu vivoter là-dessus. Franchement, on a l'impression qu'au contraire, ils augmentent même leur niveau de qualité d'achat. On n'est plus sur des paris, on est sur des joueurs qui commencent à être identifiés partout en Europe. Et à mon avis, c'est des joueurs qui ont confirmé et qui peuvent encore avoir une marge de progression. Donc ils peuvent encore se faire un petit peu d'argent avec ces joueurs qui sont arrivés. Pour conclure, on le fait jouer où parce qu'en milieu relayeur, milieu défensif, milieu offensif, on le met où avec relayeur. Donc à côté de Benjamin André. Ce qu'on appelle un box-to-box. On a fait la petite compo, là. Ça vous plaît comme ça? Ouais. Lui, il ne faut pas le cantonner dans un rôle de centre. Il
lui, faut lâcher les chevaux, quoi. Faut qu'il puisse y aller, quoi. À la place de Soumaré, quoi. C'était un vrai coup dur pour eux de perdre Thiago Mendes. Le remplacer par Renato Sanchez, c'est quand même pas mal. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment voulu le faire? On a plus l'impression que c'est une opportunité de fin de mercato, comme ça, qui se présente, parce qu'effectivement, c'est pas tellement le profil habituel de Lille qui va plutôt chercher des joueurs que personne ne connaît trop pour pas très cher. Bon, là, il claque le record avec lui, mais non, mot de la fin. Pas très cher. Mot de la fin, Gilles. Non, mais je pense que la filière portugaise a marché en plein sur ce dossier. Ils étaient certainement dessus depuis quelques temps. Ils ont fait basculer ça a basculé du bon côté parce que Renato Sanchez, justement, n'a pas eu... S'il était venu au Paris Saint-Germain, il n'aurait pas joué. C'est aussi simple que ça. Son intérêt, c'est de jouer, donc, évidemment. lui, il voulait jouer. Et je pense que c'est la bonne formule, c'est de venir là pour se remettre à jouer et puis pour reprendre sa courbe de progression. Et retrouver la sélection. S'il y a l'Euro dans un an, je pense voilà. Maintenant, c'est à savoir, comme a dit Dave, c'est à savoir si c'est un footballeur à 100% ou pas, ça je connais pas. Alors vous me parlez de l'Euro dans un an, Tanguy, ça tombe bien parce que juste après la pub, il y a peut-être un autre joueur qui pense à l'Euro, c'est Adrien Rabiot. La Juve se reprend ce week-end, la Juve joue ce soir, championnat italien, tout ça. On en parle juste après la pub, il y a peut-être un coup à jouer. À tout de suite. On est de retour dans l'équipe Mercato, on est très loin d'en avoir terminé avec l'actualité foot, transfert, prêt, offre, bras de fer, clash, tout ce que vous voulez, en tout cas sur la planète Mercato. Juste, on vous offre des petits cadeaux parce qu'on est sympa, on est généreux. Il y a le championnat de foot féminin qui reprend, vous savez, ce week-end. L'occasion de gagner ce somptueux t-shirt de foot au féminin. Voilà, Woman, c'est écrit Woman, voilà, par là. Pour le gagner, vous allez sur les réseaux sociaux, le hashtag l'équipe Mercato, on like, on tweet, on fave, et il sera réservé aux femmes. Le bleu du jour ou bientôt le retour du bleu du jour? Jingle. Vous allez comprendre. C'est le retour de la Serie A ce week-end. Le dernier grand championnat d'Europe a enfin reprendre. Alors évidemment, tous les regards seront tournés vers la Juve, qui devrait à nouveau dominer l'Italie. Mais nos petits yeux de Français à nous ne vont surtout pas rater le retour. Bientôt, on l'attend, d'Adrien Rabiot, bien sûr, l'ancien Parisien banni, c'est lui notre bleu du jour. Il devrait jouer la concurrence cette saison, en tout cas avec un autre ancien Parisien, un autre bleu, Blaise Matuidi, 2 anciens coéquipiers devenus aujourd'hui concurrents. Ça nous a inspiré cette question. Avec la Juventus, Rabiot va-t-il retrouver les Bleus? Gilles Favard. Honnêtement, j'en sais rien. Merci. Tanguy. Non. 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 Ça m'est arrangé que vous disiez oui. Oui. Pourquoi vous ne pensez pas qu'il puisse retrouver les Bleus? Il y a Concu, là, on parle que de lui à la Juve, en tout cas. C'est qui vous interrogez là? Pas tous, puisque vous êtes tous d'accord. Non, mais Didier Deschamps, il est assez, il a des positions assez claires, on va dire, surtout envers Adrien Rabiot. Je pense qu'il n'a pas trop apprécié ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde 2018, le fait qu'il refuse d'être réserviste. C'est du passé, ça. Mais oui, mais il n'oublie pas. On voit que, mais il y en a un qui a de la mémoire. Didier Deschamps, exactement, il a de la mémoire. Sinon, je pense que Karim Benzema serait déjà revenu en équipe de France. Alors même s'il déclare tout le temps que la porte reste ouverte au banni, entre guillemets, dans les faits, ils ne reviennent très rarement. Il y a quelque chose qui est clair avec Deschamps. On dit qu'il n'a pas de rancune parce qu'il a réouvert la porte, par exemple, à un Gignac, bien sûr, avec qui il avait eu des problèmes à Marseille, à Ben Arfa, qui avait refait une pige en équipe de France, alors que le bureau avait volé. À l'époque, à Marseille, c'était vraiment très violent, leur explication. Mais c'était des choses qui s'étaient passées hors équipe de France. C'est ça. Il y a quelque chose de sacré chez Deschamps, ce sont les Bleus. on ne touche pas au maillot des Bleus. Exactement. C'est-à-dire que là, Rabiot, c'est pas ces histoires avec le PSG ou des choses comme ça il a touché au bleu. C'est-à-dire quelque chose, Deschamps, lui, son message, et c'était aussi le sens de sa venue post-Naïsna, puisque même Laurent Blanc, il était un peu dans ce truc après Naïsna, mais le truc qui a soldé Naïsna, c'est Deschamps. Avec ce truc-là, moi, quand j'étais joueur, le truc qui était au-dessus de tout, c'était les Bleus. Je regardais le calendrier, je cochais toutes les dates des Bleus, et on ne touche pas au maillot des Bleus. Rabiot, il a fait ce qui est impardonnable pour Deschamps, il a touché au bleu. Lacazette, il paye encore un comportement qui avait été jugé un peu léger, la tournée 2013. Vous imaginez? La tournée de juin 2013, Lacazette, il la paye encore, parce que pour Deschamps, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'état d'esprit par rapport à la sélection. Et ça, là-dessus, c'est quelque chose, voilà, il est très fermé là-dessus. En plus, dernier élément, Rabiot est dans un secteur où il y a abondance de biens. Oui, c'est ça.
En équipe de France. Alors, oui. on va juste recentrer sur la Juve parce qu'on a justement notre correspondant en Italie, Valentin Paoluzzi, qui est avec nous. Alors, quand on a fait ce débat, en fait, on s'était dit, pour tout vous dire, que Rabiot serait titulaire ce soir et Matuidi est sur le banc. Et en fait, c'est le contraire qui se passe. Et on n'a pas bien compris, vu les matchs amicaux et vu ce qui se passait autour de toute l'ambiance autour de Rabiot. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas titulaire ce soir, Rabiot? Bonsoir, Valentin. Buonasera a tutti. Oui, ça a surpris tout le monde et ça a surtout déçu les supporters de la Juve. Il suffit de voir les réactions sur leurs réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, le compte officiel de la Juve qui a annoncé la formation. Et ils sont très déçus, ils n'aiment pas du tout ce 11 de départ. Ça ne concerne pas seulement Rabiot, en fait, il n'y a aucune recrue, si vous voulez, dans ce 11 de départ. On a annoncé Danilo arrière droit, finalement c'est De Sciglio, donc Rabiot finalement c'est Matuidi. Dybala, bon c'est pas une recrue, mais il était très attendu par les supporters, finalement c'est Higuain. Et en fait, Sarri a joué la prudence, tout simplement parce qu'il n'a pas été convaincu à 100% de ce qu'il a vu lors de la préparation estivale. Un joueur comme De Ligt aussi, 85 millions d'euros, pardon, le défenseur central de l'Ajax débute sur le banc. Et puis il y a la prudence donc de Sarri qui préfère se fier aux certitudes de la saison passée pour ce premier match de championnat. C'est toujours délicat, un premier match. Et puis aussi, je pense aussi son état de santé. C'est un thème assez délicat, quoi. Il a une pneumonie, il va louper les 2 premiers matchs là, de la saison. Mais du coup, il n'a pas pu assister comme il voulait aux entraînements ces dernières semaines et il n'a pas voulu prendre non plus de risques de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est une surprise parce que Rabiot était quand même annoncé titulaire de la part de tout le monde à 100%. Même nous, merci Valentin, nous aussi on était persuadés. Je voudrais qu'on regarde un petit point sur la concurrence à ce poste au milieu de terrain du côté de la Juve. On verra les Bleus tout à l'heure. Mais il y a quand même pas mal de monde. Effectivement, il y a un petit peu du Pjanic, du Matuidi, du Ramsey, Bentancur, Khedira, Emre Can. Est-ce que Adrien Rabiot, parmi tous les joueurs que vous voyez là, il a les épaules et il a le niveau pour s'imposer? Le niveau, oui. Moi, je trouve que c'est un footballeur. C'est du très 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 haut niveau. Pour moi, le souci, si le souci il y a, il n'est pas du tout là-dessus. Moi, je pense qu'il a les moyens de s'imposer. En plus, Sarri, je pense que c'est quelqu'un qui peut aimer son jeu, mais peut-être aussi qu'il a besoin que la saison se lance. Valentin le disait, De Ligt, qui est le recrutement phare, star de la Juve, bon, il commence sur le banc. À la Juve, on prend son temps. On n'est pas impatient. C'est que le premier match. Voilà, c'est ça. On ne fait pas all-in sur le premier match. Non, il le laisse s'acclimater parce que la Juve, il faut digérer. Il y a des grands joueurs. Je veux dire, par le passé, Platini avait mis quelques mois avant de digérer. Il l'avait dit lui-même. Zidane, il avait bien mis 6 mois avant de digérer une préparation. La Juve, c'est un autre monde, notamment en termes de préparation. Peut-être qu'il faut le temps de digérer ça. Peut-être. Gilles Favard, je ne vous ai pas encore entendu sur le cas Rabiot. Non, mais c'est un merveilleux joueur, Rabiot. Là, il a mis... J'ai regardé la compo, ils ont remis exactement la même compo à Paris Higuain que l'an dernier. Que l'an dernier. Il doit y avoir une raison, je ne sais pas laquelle, parce que je suis pas. Alors je vais vous surprendre, je ne suis pas un fan de Sarri, moi. Donc, Sarri, il peut prendre une décision ou deux qui vont aller à l'encontre de ce qu'on pense, de ce que pensent les uns et les autres. Maintenant, je suis pas convaincu que Matuidi, c'est le genre de joueur, il ne doit jamais jouer, mais il joue tout le temps. Donc je ne suis pas inquiet pour lui. Sur le fond du problème, je ne vais pas être inquiet pour lui. Et comme Matuidi ne joue pas dans le même registre que Rabiot, je ne vois pas pourquoi on les compare. Parce que je pense que les deux peuvent jouer largement ensemble. Après, c'est un milieu de terrain qui a abondance de biens chez eux. Donc c'est pas simple de gagner sa place. Alors, est-ce qu'il va gagner sa place, j'en sais rien. Mais c'est un merveilleux joueur. Pour revenir à l'histoire de l'équipe de France, c'est très simple. Je ne vais pas revenir sur le cas Benzema, mais si je veux bien lui donner un conseil, il prend son téléphone, il appelle Deschamps, il s'explique. Vous ne croyez pas qu'il a déjà fait ? Non. Non, il s'explique, parce qu'on la connaît l'histoire. Ils ont essayé de le faire, c'est la mère qui répond au téléphone. Donc ça, Deschamps, ça ne marchera pas. C'est lui qui vient, c'est lui qui joue, c'est lui qui vient, c'est lui qui s'explique. Ils ont le droit avec Deschamps, ils ferment le bureau, vous avez le droit de vous engueuler. Quand ils referment le bureau et qu'ils s'en vont, c'est fini, on n'en parle plus. S'il lui dit « t'es opérationnel, t'es sélectionnable », il le sera. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y avait déjà eu un rapprochement. Mais ils ont essayé. Mais Noël Le Graët l'avait appelé, c'est sa mère qui avait répondu. C'est ça. Et on la connaît l'histoire. Ouais, on sent que l'histoire n'est pas terminée non plus avec Rabiot et les Bleus. Ça va bien finir par ça. Mais bon, c'est jeune. Ça peut peut-être durer malgré tout. Je pense qu'ils sont quand même largement conscients qu'ils ont fait une connerie, le clan Rabiot. Sur cette affaire-là, ils l'ont faite, la connerie.
Et tant que Didier Deschamps donc là, le problème ouais. Deschamps, c'est simple. Il faut l'appeler, lui dire bon bah ouais, j'ai fait une connerie, je suis désolé, j'ai payé. Il faut faire amende honorable. Ouais, il faut faire amende honorable. Et s'il fait une saison incroyable, non, s'il fait une saison qu'il n'appelle pas, il ne le prendra pas. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il peut faire une saison incroyable? Retournons voir Valentin Paoluzzi. Est-ce qu'il peut déjà mettre Matuidi sur le banc? Parce qu'on était tous persuadés que c'est ce qui arriverait dès le premier match. La campagne de matchs amicaux s'est plutôt bien passée pour lui. Il s'est adapté à une vitesse fulgurante, en tout cas, Adrien Rabiot, j'ai l'impression. Oui, il avait démarré le premier match sur le banc de touche, c'était contre Tottenham, et après il avait été... C'est-à-dire? Et après il avait été... Suspense. Et après, il avait été plutôt bon, puisque sur les deux premiers matchs, je crois qu'il avait fait jouer à gauche, il s'était un peu planté. Sur les 2 prochains matchs amicaux, il avait été à droite. Je vous fais Valentin, avec l'accent si vous voulez. Mais je crois que ça s'était plutôt bien passé, parce que il avait perdu un ballon au milieu de terrain qui avait engendré un but, un lob de 40 mètres face à la Juve. Donc, ça, c'était les 2 premiers matchs. Voilà. Mais après, ça s'était mieux passé. Et il avait mis Matuidi sur le banc. Donc c'est ce que je voulais qu'il nous dise, mais je l'ai dit à sa place. Vous l'avez très bien dit aussi. Donc non, mais est-ce qu'à terme... vous me dites qu'ils vont jouer ensemble. Vous ne pensez pas que Matuidi va être poussé vers la sortie? Il n'est peut-être pas inscrit sur la liste des joueurs qui vont jouer la Ligue des Champions aussi. Je sais que vous en avez fait une émission sur ce thème-là, Blaise Matuidi. Donc est-ce qu'il n'est pas un petit peu poussé vers la sortie avec eux? Je ne vois pas comment il peut être titulaire là aujourd'hui et pas être inscrit sur la liste sur les 25 de la Ligue des Champions. Hein. On a retrouvé Valentin, on va lui redemander. Valentin, dites-nous tout, on vous avait perdu. Vous êtes avec nous? Oui, je suis là, on m'a écrit pendant le passage, désolé. En fait, Rabiot a été utilisé, ça je précise, a été utilisé par Sarri à droite, son premier match, les 2 premiers matchs même, à gauche, il a même été utilisé en vice Pjanic en tant que sentinelle. Donc je pense que c'est un profil qui intéresse aussi Sarri de ce point de vue-là, surtout le vice Pjanic, dans le sens où Pjanic est le seul milieu de l'effectif qui n'a pas un remplaçant attitré. On sait que Rabiot n'aime pas trop jouer sentinelle, en théorie, sa toute première conférence de presse, il avait précisé, moi je suis mieux relayeur gauche, mais voilà, sa polyvalence peut être carrément un point en sa faveur. Et Matuidi n'est pas encore out, tout simplement parce que si la Juve n'arrive pas à s'en séparer, elle n'est pas contre vendre Emre Can qui est arrivé gratuitement l'an dernier, donc l'occasion de faire une grosse plus-value. Et puis voilà, Matuidi, je me souviens qu'il est arrivé à la Juve il y a 2 ans, c'était à peu près le 4e dans la hiérarchie des milieux défensifs, et il a trouvé sa place de titulaire en quelques matchs. L'an passé, c'était pareil. Et c'est un profil qui peut intéresser aussi ça, et qui est moins technique. Mais par exemple, au Napoli, dans son milieu de terrain, il y avait Alan, qui est un Brésilien, certes, mais un Brésilien atypique. L'an dernier, il y avait N'Golo Kanté, donc, qui a un profil différent de Matuidi, mais qui a d'autres qualités, évidemment, et non pas la technique. Donc voilà, il ne faut pas l'enterrer trop vite. Et on a encore la réponse aujourd'hui, titulaire. Inattendu. Il s'accroche, ce Blaise Matuidi. Merci beaucoup, Valentin Paoluzzi. Vous êtes en train de virer bleu, vous aussi. Donc, on va vous laisser parce qu'il y en a des petits problèmes de connexion. Et merci pour toutes ces précisions. Je voudrais juste qu'on écoute Pavel Nedved. Alors, Sarri a des problèmes de santé. Hein. On est sur une pneumonie, je crois. Donc, c'est Pavel Nedved, le directeur sportif, qui a pris la parole en veille de match pour nous parler justement d'Adrien Rabiot. Oh, là, en interview, donc on va l'écouter. Non mi ha stupito perché in passato abbiamo seguito molto Rabiot. Ci piaceva sempre come giocatore, siamo riusciti, Fabio è riuscito quest'anno a portarlo da noi con ovviamente grandi sacrifici e grande lavoro che ha durato molto tempo. Io credo che Rabiot sarà un giocatore importante come tanti altri, però Rabiot dobbiamo pensare che non ha giocato per tanti mesi, perciò anche lui avrà bisogno del suo tempo per inserirsi bene nella Juventus. Eh oui, on a tendance à l'oublier, mais il n'a quand même pas joué pendant 6 mois. Il aura besoin de temps de jeu, nous dit Pavel Nedved. Est-ce que ça peut vraiment peser, ça, le manque de 6 mois de compétition qu'il a raté avec le PSG? On l'intégrer petit à petit. Oui, ils vont l'intégrer petit à petit, mais je ne suis pas inquiet parce que depuis toujours, Rabiot, c'est quelqu'un sur qui la pression coule complètement. Même quand il s'agissait d'affronter tout ce qu'il a pu subir au PSG, il n'a jamais paniqué, il est toujours resté tranquille. Quand il est rentré, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc là, il va rentrer petit à petit, mais forcément, quand on manque un peu de compétition, 6 mois comme ça, c'est long. Donc il va trouver sa place petit à petit dans le groupe, clairement. Et pour conclure, vous avez vu ce tweet, voilà, la concurrence en équipe de France, c'est un tweetos qui nous l'a rappelé, et on vous la dévoile, même si vous la connaissez par cœur. Il y a un petit peu de monde, évidemment, devant Adrien Rabiot, donc il va falloir qu'il s'accroche s'il veut trouver sa place en bleu, et surtout qu'il décroche son téléphone, comme l'a proposé Gilles Favard sur ce plateau. On va passer à la pub, et surtout, vous restez bien avec nous, parce qu'après, on va parler de la nouvelle cible du PSG.
quelqu'un qui s'appelle Rafael Guerreiro. C'est pas la première fois qu'on en parle. Et là, apparemment, ça se rapproche. Vous en saurez plus après la pub. À tout de suite. Combien de temps? L'équipe Mercato suite et fin. On éteint les téléphones, messieurs, on range tout ça. Oui, on en profite pendant la pub pour avoir ces petites infos. Gilles Favard a peut même enlever ses lunettes. Tout va bien. Tanguy Le Sévier, il peut remettre ses lunettes peut-être. Non, pas besoin. Non, ça va. Tout va bien à ce niveau-là. Dave Apadou, Olivier Bossard, la team France Football est avec nous. On peut continuer. Avant de revenir sur le Mercato, vous savez qu'il se passe plein de choses dans la planète sport et notamment sur la chaîne L'équipe. Il y a du badminton en ce moment. Et attention, les études. On est de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Énormément d'actualités à débriefer. Jusqu'à minuit et demi, ça n'a pas changé. Tout de suite, voici la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Et l'équipe du soir à 19h45 et 22h30 sur la chaîne L'équipe. Et à partir de lundi, on devrait encore parler de Mercato puisque ça va durer encore une petite semaine cette histoire-là. Il y avait du rugby cet après-midi, ça s'est pas très bien passé pour la Ligue. Vous me direz si c'est une fête encourageante ou pas. En tout cas, c'est une belle fin au Mercato et on passe au deuxième buzz du jour. On va partir en Allemagne où le Borussia Dortmund n'a pas retenu son joueur Rafael Guerreiro pour disputer le match d'hier soir, gagné 3-1 contre le promu Bologne. Pas vraiment une surprise à Dortmund. En revanche, Guerreiro, c'est un nom qui revient depuis pas mal de temps, depuis pas mal de mercato, même du côté du PSG. Et depuis ce matin, eh bien, les rumeurs vont bon train. Une rencontre aurait même été programmée ce samedi entre le joueur et Leonardo, le directeur sportif du PSG. Alors, le joueur Guerreiro a démenti sur les réseaux sociaux et sur son compte Twitter notamment. Je ne sais pas si on va le voir, le compte Twitter, mais il s'exprime en disant non, arrêtez de dire des bêtises. Voilà. Faux, je réponds rarement, mais SVP, arrêtez de partager de fausses informations. Mais n'empêche qu'il a répondu, Guerreiro. Alors, il n'était pas obligé. Ça ne nous empêche pas de poser la question, Paris doit-il tout faire pour recruter Guerreiro? Olivier Bossard. Non. Non. Plutôt oui. Plutôt oui, Dave. Oui. Oui, Tanguy. Tout faire, non. Ils doivent faire. Tout faire, oui. Ils doivent faire un peu. Même pas. Allez, prenez la main. J'ai l'impression que vous avez envie de parler sur ce sujet. Non, mais c'est un garçon qui est d'abord qui joue beaucoup mieux dans un 3-5-2 que dans un 4-4-2. On va rentrer dans des débats un peu plus techniques. Est-ce que Tourelle, comment va-t-il les faire jouer? Il est assez adepte de ce genre de système. Seulement, je crois que à la fin septembre, si c'est pas mieux que ce qu'on a vu là, on va voir arriver Allegri. Donc, il va falloir faire attention à beaucoup de choses. Et c'est un bon joueur, Guerreiro, tout à fait. Mais il joue, il excelle dans un 3-5-2, donc c'est tout faire pour l'avoir, non. Voilà. Après, il peut jouer arrière-gauche, il peut jouer 6, il est assez polyvalent, il garçon. Il vient pour jouer, ça va, ils n'ont pas besoin arrière-gauche, d'accord. Il vient pour jouer. On n'a pas vu Idrissa Gueye encore, on va le voir demain. Voilà. Mais Olivier. Du coup, a priori, moi je le vois comme un latéral gauche, un arrière-gauche, Guerreiro. Du coup, je vois pas tellement l'intérêt de le faire quand on voit les joueurs qui sont à ce poste-là. Alors, on a déjà Bernat qui, alors on peut penser ce qu'on veut de lui, mais c'est un des joueurs les plus sérieux la saison dernière. Il a fait malgré tout une bonne saison. Derrière, il y a Kurzawa qui est toujours là. Ils essayent de sortir, mais il est toujours là. Il peut, en tant que remplaçant, voilà, il peut jouer les matchs de coupe, soit Coupe de la Ligue, Coupe de France. Et il y a encore le jeune, le petit Becker, là, qu'ils ont été chercher à l'Ajax, qui est là. Donc, empiler et remettre un quatrième arrière-gauche. Alors, effectivement, Gilles a raison, il peut jouer milieu de terrain, mais a priori, on n'est pas parti sur un 3-5-2. Donc, je vois pas tellement l'intérêt de venir mettre un arrière-gauche supplémentaire. Ça ferait un trop. Je pense que si Guerreiro revient, effectivement, faut faire un petit peu de place. Et Kurzawa, on le sait. Sur le départ. Tourelle ne serait pas contre s'en séparer. Enfin, en tout cas, la direction du club ne serait pas contre s'en séparer. Et avec Guerreiro, on a peut-être un joueur avec plus de confirmation, on va dire, parce qu'il a un petit peu plus prouvé que Layvin Kurzawa au très haut niveau. Voilà, je pense qu'à Dortmund, ça fait quelques saisons qu'il y est. Il a fait un petit peu le tour. Il a été trimballé, comme on l'a dit, au milieu de terrain, ailier gauche, latéral gauche. Voilà, je pense qu'à ce poste-là, au Paris Saint-Germain, il aurait toute sa place pour effectivement se disputer la place avec Juan Bernat, qui a été effectivement excellent la saison passée. Est-ce qu'il vaut mieux que Juan Bernat? C'est aussi pour ça si on le fait venir. En tout cas, il présente des vrais états de service. On a beaucoup parlé de Dortmund, on ne parle pas assez aussi de la sélection portugaise. Il a été vachement bon avec la sélection portugaise. Moi, souvent, je l'ai vu même sur des grosses phases finales. Je le vois bon, je le vois fort. C'est-à-dire que mentalement, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de ce genre de pression. Parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on a un peu perdu des radars depuis Lorient, etc. Alors après, on le voit un peu avec Dortmund. Mais je veux dire, quand on répond aussi en sélection, déjà, ça vous donne un peu aussi... Il n'y a pas que le footballeur, il y a l'épaisseur du bonhomme. Ensuite, quand on sait que Tourelle... Alors par contre, je rejoins Gilles. C'est vrai que Tourelle, il va falloir aussi voir...
on est obligé là de composer avec lui, mais c'est vrai que la donne elle peut aussi changer. Je veux dire, s'il continue à pas bien tenir son groupe, s'il y a des résultats un peu contraires, On peut changer. ça peut aller vite. Mais c'est qu'en l'état avec Tourelle, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien moduler un peu ses équipes. Et Guerreiro, il a quand même cette Capacité. faculté, voilà, exact, cette capacité à passer dans différents systèmes. Il y a un système, effectivement, le 3-5, il est particulièrement bon dedans, mais c'est quelqu'un qui peut intégrer aussi le cœur du jeu, c'est quelqu'un qui peut reculer, c'est quelqu'un qui peut jouer un peu plus haut aussi. Il peut être un peu cet homme-outil, cet outil un peu à tout faire, un peu passe-partout, un peu bricole-tout, que Tourelle aime bien. Il aime bien ces joueurs un peu malléables. Ça a parfois ses limites. Par exemple, Kerrer, moi, je ne sais toujours pas quel est son poste. Donc voilà. Mais c'est vrai, on se demande. Mais Guerreiro, franchement, je lui vois, une adaptabilité, et deux, une solidité. Ils ont besoin aussi de ce genre d'hommes. Et on sent que c'est un peu le sens de leur recrutement. Ce genre de joueurs vraiment d'équipe. Ce genre de joueurs qui n'ont pas d'état d'âme, qui jouent, Où on leur dit de jouer. Voilà, qui ne vont pas poser de problème et qui sont durs au mal. Et Ander Herrera, c'est exactement ça. Hein. Bah, lui, c'est un peu aussi Il est blessé. Pardon. Il est blessé. Oui, non, je parlais sur l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, ok. Voilà. On va essayer d'imaginer la composition d'équipe probable si jamais Raphaël Guerreiro venait à s'engager avec le PSG. Donc on l'a mis en arrière-gauche, à la place de Juan Bernat. C'est dur pour Bernat, parce que pour le coup... c'est le jeu. Oui, bien sûr. Il a été bon. Mais il a été très bon la saison dernière. Non, mais il y aura un match. Après, c'est les grands clubs. Hein. À eux de gagner leur place. Bien sûr. Et en ce moment, lui, il peut plus challenger Bernat que Kurzawa. Kurzawa, il y a un passif. Moi, j'aime bien ce joueur Kurzawa. On a beaucoup tapé dessus. Moi, c'est un joueur, je continue de croire en lui. Mais je ne crois plus à Paris. Je crois qu'à Paris... À qui Kurzawa. Mais Kurzawa, il n'est pas nul. Hein. Non, voilà, il est pas là. Il est pas... Maintenant, moi, je pense que Paris, c'est pas un club pour lui. Voilà, ben, je suis d'accord. Il faut qu'il aille ailleurs. Qu'il aille voir plus bas, vous voulez dire? Non, ailleurs. Le contexte parisien lui est pas favorable. Parisien lui est pas favorable. Même français. Mais qu'il aille voir ailleurs. Mais le problème, c'est, il l'a dit, à force d'avoir des joueurs qui ont 4-5 postes où on ne sait pas quelle est leur véritable position, c'est un vrai problème. Hein. En tout cas, c'est une piste qui avait été validée par Antero Henrique. Ça fait 2015, 2016 même, je crois qu'on en reparle à chaque mercato. Guerreiro, c'est vrai que c'est un nom récurrent, vous avez raison. Mais bien sûr, parce qu'il y a une vraie relation entre Tourelle et Guerreiro. Pour le coup, ils s'adorent. Guerreiro a déjà fait des éloges à Dortmund, bien sûr. Bah oui, il l'a entraîné à Dortmund. Il s'apprécie beaucoup. Non, mais moi je suis d'accord, mais après, Kurzawa, il faut absolument qu'il s'en sépare. Autrement, oui, bien sûr. Autrement, ils vont les empiler. Bien sûr. En tout cas, s'il a été écarté par Dortmund, c'est peut-être aussi parce que ça fait des mois qu'ils essayent de lui prolonger son contrat. Il refuse de prolonger, il lui reste un an, donc c'est le moment où jamais. S'il y en a un qui a bien été performant l'année dernière auquel on ne s'attendait pas, c'est Bernat. Oui, bien sûr. D'accord, mais là, il y a une opportunité, il l'a rappelé, il ne veut pas prolonger, il reste un an de contrat, il n'est pas très cher pour le PSG, 25 millions d'euros, oui, c'est rien. La valeur estimée. Pour 25 millions, on n'a plus rien maintenant. Ah bah, si, moi je trouve que c'est un joueur, moi je le suis depuis très longtemps, il était à Caen, à Lorient, après il est parti à Dortmund, c'est vraiment un joueur, comme l'a dit Dave, qui apporte des garanties, il est indéboulonnable en sélection. Voilà, c'est un bon joueur. Notamment de Ronaldo, on l'a vu en Ligue des Nations, sur la chaîne L'équipe notamment. Vraie relation technique entre eux, parce que Ronaldo va souvent sur ce côté gauche pour prendre ses départs, et il s'entend très très bien avec Guerreiro. Pas rien, c'est-à-dire. Et forcément, si Neymar reste, bah voilà, sur le côté gauche, ça peut être plutôt pas mal. C'est plutôt du côté droit qu'ils vont devoir recruter le PSG. Si tu cherches un latéral, c'est plutôt du côté droit. C'est vrai qu'à droite, tu te poses vraiment des questions. Hein. Un petit mot juste sur le match de demain, PSG-Toulouse. Je vous rappelle qu'on sera en débrief à partir de 22h50 sur la chaîne L'équipe, en après-match. Vous êtes bien avec nous, mercato et après-match. Idrissa Gueye pourrait débuter. Est-ce que ça va faire du bien? Ça fait un moment qu'on l'attend, cette recrue, ce fameux numéro 6, cette fameuse sentinelle. On en attend beaucoup de lui ou mollo, c'est le premier match? Ouais, premier match, et dans un match où Paris va avoir la possession. La possession, mais l'ultra-possession. Donc voilà, je pense que c'est le match confortable pour le lancer. Je veux dire, on ne le fait pas démarrer direct par Manchester City, on le fait démarrer par un match, on va dire, où Paris aura cette marge de manœuvre. On va voir un petit peu. Moi, Gueye, en fait, là où je m'interroge, c'est est-ce que techniquement, il va être capable de se mettre au niveau de Paris. Parfois, on sous-estime ça. C'est-à-dire que Krychowiak, c'était un caïd au FC Séville. FC Séville, c'est pas rien. À Paris... C'était plus le cas. Ouais, mais c'est encore autre chose techniquement. Gueye, c'est un très bon joueur d'Everton, vraiment très bon. Est-ce que techniquement, il est capable de se mettre au niveau? Parce qu'il faut parler le même langage, Verratti et tout, les passes redoublées... ça va vite. Et puis il n'a pas joué depuis un moment quand même. Oui, bien sûr. Non, mais moi je parle sur. Je ne vais pas le condamner contre Toulouse, mais je parle en valeur absolue. D'accord. C'est là-dessus, moi je vais le dire. Non, mais c'est un joueur forcément qu'on va scruter dès qu'il va jouer, parce que ça fait des mois et des mois que ce secteur est désertique, on va dire, du côté du Paris Saint-Germain. Forcément, là il est arrivé, c'est le joueur que souhaitait Thomas Tuchel.
voilà, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Peut-être qu'il sera titulaire demain au coup d'envoi. Rendez-vous demain à 22h50 pour l'après-match dans l'équipe, pas d'équipe du soir, dans l'équipe Mercato bien sûr, mais en mode après-match. On a des signatures un petit peu aujourd'hui, c'est signé. Concret, on y va. On en parlait, Adrien Silva, c'était l'une des pistes pistées par Monaco. Eh bien, ça y est, il va retrouver la Méditerranée. Le milieu portugais de Leicester est de retour en prêt pour une saison. Vainqueur de l'Euro 2016, on le rappelle, il avait déjà été prêté par le club anglais en janvier. Et lors de son premier passage, il avait contribué au maintien monégasque en disputant 15 rencontres. Tout le monde est content, ça va faire du bien au milieu monégasque, super opération. Ça va leur faire du bien au milieu, oui, ça c'est sûr. Vu ce qu'ils avaient... Vous ne pouvez pas avoir pire, comme ça. Non, mais il y a plein d'autres pioches. Je me souviens hier, on faisait l'état des lieux des milieux de terrain pistés. On me disait que c'était peut-être lui le meilleur. Je suis en train de me demander s'ils vont arriver, s'ils vont battre leur record, s'ils vont arriver à 100 contrats professionnels. Ils en sont à combien? 70 70, ouais, quelque chose. Alors on le fait jouer où? Au milieu. Au milieu, mais il y a un petit peu de monde. On enlève. Ouais, il y a un peu de monde, mais je veux dire, ils se sont retrouvés quand même avec Jemerson, qui est défenseur central, Heinrich, qui est plutôt défenseur latéral, lui aussi un peu défenseur à tout faire, mais qui n'est pas un milieu. Donc chacun reprend sa place. Non, mais oui, c'est ça. À un moment, c'était du bricolage. Mais même, on se demande comment un club comme Monaco, qui a tellement galéré la saison dernière, se retrouve encore à 9 jours. Ils refont les mêmes erreurs. Voilà, de continuer à acheter, de prendre du retard en plus en championnat. Ça va leur faire du bien, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, il leur manque aussi un homme d'impact. C'est pas Fabregas qui va leur donner l'impact. Lui, c'est plutôt un joueur relayeur, un peu à la Moutinho peut-être. Il leur faut un mec un vrai récupérateur. Un Bakayoko dont on parle. Peut-être un Bakayoko. Un bon Bakayoko leur ferait beaucoup de bien. Ah oui, bien sûr. Te donnerait un peu plus d'assises à ce milieu parce que là, aujourd'hui, ce milieu, une équipe à peu près, une équipe, elle les transperce. Enfin, ils pensent à recruter un peu au milieu et derrière, parce que ces derniers temps, on avait l'impression qu'on regardait que devant. Ben Yedder, il faut un remplaçant à Falcao. Là, enfin, on va recruter là où Monaco, on a vraiment besoin. Enfin, c'est pas une erreur quand même. Vous dites, ils réitèrent les mêmes erreurs, reprendre les mêmes erreurs dans les transactions, dans ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce mercato. Il y a plus de 60 mouvements. Ils ont fait tout et n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je pensais vous faire plaisir, moi, avec le retour. Il va falloir autre chose. Il va falloir autre chose. Alors, plutôt agacé. C'est quasiment fait, c'est quasiment signé, mais on le met quand même dans la rubrique c'est signé. Paul-Georges Entep est arrivé en Turquie pour conclure son prêt avec Kayserispor, l'attaquant de Wolfsburg, 27 ans. Il avait débuté la saison avec la réserve 27 ans déjà. Et on dirait pas, hein. Mais non, mais c'est dingue. Mais le temps passait à une vitesse, Dave. C'est bien joué. Ça, c'est un gâchis énorme. Ah, c'est un gâchis. Oui, mais il jouait pas, il va jouer avec la réserve. Oui, mais fou, il avait tellement montré de belles choses avant sa blessure. À Auxerre et à Rennes, la première année. Il avait quand même réussi à intégrer l'équipe de France à un moment. Il était dans les radars des Bleus. Et derrière, ça a été la dégringolade. En Allemagne, ça s'est mal passé. Ça fait 4 ans qu'il joue plus. C'est triste, franchement, c'est triste. Eh bien, on verra ce que ça donne du côté de la Turquie. On a d'autres contrats, pas contrats. Vite, jingle, c'est parti. Parce que Sanchez à l'Inter, ça brûle. C'est pas Renato, c'est Alexis Sanchez. Selon plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta, les négociations entre Man U et l'Inter pour le prêt d'Alexis Sanchez en Lombardie seraient sur le point d'aboutir. Le journal évoque un possible bouclage du dossier dès lundi. Contrat, pas contrat pour Alexis Sanchez à l'Inter. Olivier. Contrat. Contrat, Dave. Contrat, Tanguy. La doublette chilienne avec Vidal. Contrat. Ça marchera bien. Contrat pour tout le monde. J'entends qu'une seule personne parce qu'on n'a pas trop le temps. Qui veut prendre la main? Non, mais l'argument de Tanguy est bon, je trouve, sur la doublette chilienne. Ça donne une identité à cette équipe. On sent que ça va être une équipe, ça peut être une équipe de poètes. Godin en plus. Voilà, Godin, l'entraîneur, c'est Conte. Je vous laisse un petit peu... Imaginer la suite. Voilà, il monte une équipe de combat pour aller challenger la Juve. C'est le moment de le faire, Sanchez, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se relancer, c'est quelqu'un qui a perdu du crédit, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais que 30 ans. Et qu'on a envie de revoir. Voilà, et qu'on a envie de revoir, parce que quand en forme, c'est un joueur très très fort. À son beau niveau, c'est vraiment un joueur remarquable. Et à Manu, c'est plus la peine. Non, Manu, ils vont avoir besoin aussi de laver beaucoup de choses. Bon, leur linge sale en public. Prochain contrat, pas contrat. Eriksen, départ possible pour Eriksen. Lui aussi, on en parle depuis pas mal de temps. Alors, selon le Daily Mail, l'international danois pourrait quitter Tottenham avant le 2 septembre. Si une offre d'au moins 55 millions d'euros se présente aux Spurs, le Real Madrid est toujours intéressé. Allez, on se met dans la place du club du Real Madrid. On le prend ou on le prend pas? Contrat, pas contrat, Eriksen? Gilles. S'il l'avait voulu, il l'aurait déjà. Donc pas contrat. Donc c'est pas contrat. Pas contrat non plus. Allez, contrat. Allez, un petit contrat pour Dave. Ouais, petit contrat. Petit contrat, Olivier. Dites-moi pourquoi. Parce que ça reste malgré tout un excellent joueur. Mais bon, il est à 1 an de la fin de son contrat. Est-ce qu'on parle de 55 millions? Jusqu'à maintenant, il a toujours refusé de prolonger. Il
il se passe quelque chose entre Eriksen et les dirigeants. Alors, je ne sais pas exactement quoi, mais on sent que, parce que même Pochettino ouvre la porte, c'est que ça reste quand même un joueur important à Tottenham. 51 matchs, 10 buts, 17 passes d'ess. Ouais, et l'histoire est en train de se finir un peu bizarrement. Donc, moi, je suis le Real, j'ai l'occasion de recruter Eriksen, je prends. Ouais. Je pense que c'est lui qui veut partir libre. Bien sûr. Il lui reste 1 an, il veut partir libre. Voilà. Oui. Et puis il joue cette carte-là. Il joue cette carte-là. Indépendamment des histoires de contrat et de tarifs, c'est vrai que c'est un tarif énorme. Sportivement, alors je ne dis pas que c'est pas le recrutement idéal, évidemment, qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire, mais ils n'ont pas réussi à faire le Real dans ce secteur. Mais par rapport à ce qu'ils ont là en magasin, c'est un joueur plus décisif que ce qu'ils ont. Voilà, c'est quelqu'un, vous avez parlé de ses stats, c'est quelqu'un qui fait des passes décisives, c'est quelqu'un qui marque, c'est quelqu'un qui est bon sur coup franc, ce qu'ils n'ont plus trop là en ce moment au milieu de terrain. Voilà, je pense qu'il peut quand même leur apporter quelque chose. Je continue à avoir parfois des réserves sur ce joueur, mais malgré tout, quitte à ne faire rien d'autre, ils ont besoin de recruter. Donc, prends-le. Hein. Affaire à suivre, Eriksen du côté du Real Madrid. On va jouer maintenant le quiz. Je sais, vous adorez ce moment. Avec un jingle. Ouais, super. Début de la Serie A ce week-end, vous le savez, donc on va faire un petit quiz à l'accent italien. Je vais vous demander les 10 Français qui comptent le plus de matchs en Serie A. Les Français qui comptent le plus de matchs en Serie A, ça peut remonter loin, mais pas trop quand même. Attention de ne pas me donner des trop vieux Français non plus. Ouh, l'ordre va avoir une petite importance. Je veux bien commencer. Allez, on va commencer par Gilles. Thuram. Thuram, c'est le deuxième. Bien, 307 matchs. Lilian Thuram. Vincent Candela. Oui, quatrième, Vincent Candela, 266 matchs. Pour l'instant, on est bien. Vous pas d'où? Fraîche. Oui, c'est le premier. Alors, allez, lequel? Sébastien. Sébastien. Et ouais, mais là, en leur disant lequel, je leur donne un indice. Non, mais le gardien. Le gardien, évidemment, de la FIO, Sébastien Frey, 446 matchs. C'est lui, le Français, qui a le plus de matchs en Serie A. Olivier Bossard. Didier Deschamps. Didier Deschamps, 23e. On savait que vous nous diriez Didier Deschamps. Il arrive que 23e avec 124 matchs. Donc il y en a un paquet devant lui. On revient à Gilles. Bogossian. Bogossian, 14e. N'allez pas trop loin, les copains. 152 matchs, mais il n'en fait pas partie. On a 2 éliminés, il reste plus que Tanguy et Dave. Vous avez dit lequel? Je vais dire le frère de Sébastien Frey, Nicolas Frey. Est-ce que vous êtes sûr? Ouais, je vais dire. Ah, vous avez bien fait. Mais je leur ai donné un indice aussi. Le frère Nicolas Frey, effectivement. 216 matchs du côté du Chievo, notamment. Dave. Philippe Mexès. Philippe Mexès, bien sûr, 3e, 269 matchs. Il m'en reste 5. Vous n'êtes plus que 2, messieurs. Qui va craquer? Tanguy. Ah, là, je suis pas loin de craquer, là. Il y en a un que vous avez forcément. Ouais, sans doute. Pas d'indice. Très aigué. Oui, c'était un indice, ça? Oui, si. C'était pas un indice, mais c'est à lui que je pensais. David Trezeguet, 214 matchs. Ça se complique, Dave. Zebina. Oui, bien, 238 matchs. Ancien capitaine du TFC. On y va, Tanguy. Déjà très aigué, je vais le chercher. Ouais, là, ça va être dur, là. Ouais. Là, j'avoue que... 5, 7, 10... Il y a rien. Je donnerai un petit indice. Quand Dave aura perdu aussi, mais pour l'instant, Dave a peut-être une chance. Patrick Vieira. Patrick Vieira, aïe. Non, il n'est même pas dans les 23, dites non, pas du tout. Je donne des indices. Alors, on a un attaquant qui a joué au Chievo, à l'Udinese, à la Fio. Terreo. Cyril Terreo, bien vu. Cyril Tereo. 258 matchs. J'ai un milieu qui a joué à la Lazio, à l'Inter. Dabo. Ousmane Dabo. Oh, il est fort. Avec des indices, vous êtes fort. Hein, 236 matchs. Et le dernier, ailier droit de l'Inter de Parme. Deviani. Oui, mais ça va tout de suite. Avec les indices, il est là. Avec les indices, il a gagné Tanguy Lesévier. Merci, messieurs. Et puis l'anti-sèche, il est meilleur. 22h50, soyez à l'heure pour le débrief de PSG Toulouse. Ciao, salut. Ce que je comptais,